Puis j'ai toujours privilégié la poésie, parce que pour moi, les poètes sont des phares. C'est important. C'est ceux qui mettent en garde, qui ont une telle lucidité, clairvoyance, hein, mais pas simplement sur l'ici maintenant, sur le concret, mais qui sont aussi qui sont vers le haut, qui sont vers le bas, qui ont une tête qui reçoit toutes les sensations possibles du monde, et dans le présent, dans le passé. Donc ils sont prévenants. Les grands poètes, ils sont généreux, ils sont prévenants, et ils essayent de composer pas des leçons, des chemins. Inutile de dire que vous êtes un acteur culte chez un certain public russe. En revanche, je ne savais pas, dans ce livre, j'ai découvert que pratiquement sur chaque page, il y a la Russie sous une forme ou une autre. J'ai appris que longtemps vous pensiez que vous étiez russe. Oui. D'où ça vient? Ça vient de ma famille, ça vient de mon arrière-arrière-grand-mère. Je sais pas si c'est le bon autant, assez d'arrière que ça. En fait, la grand-mère de ma grande-tante, qui était à Saint-Pétersbourg, à la fin du 19e, début 20e siècle, juste avant la Révolution. Et ma grande-tante parlait de son aïeul très souvent. Et j'entendais parler de la Russie, de Saint-Pétersbourg, j'entendais parler des Romanov, sans savoir qui c'était, j'entendais parler de Raspoutine, j'entendais parler du prince Yusupov, et comme si c'était des personnages proches de la famille, familiers, quoi. Et donc j'étais émerveillé d'entendre ça, et puis moi qui ai pas mal d'imagination, forcément, ça entrait dans de l'imaginaire, un peu de conte, de la neige, les traîneaux, les fleuves gelés, etc. Et puis le mystère, les couleurs. Je sais pas, j'ai dû avoir des livres illustrés, peut-être de Russie, à l'époque des contes. Et donc j'ai cru, fermement, quoi, sans qu'on avait de la famille, non seulement de la famille russe, mais qu'on avait des ascendants. Donc j'avais du sang russe. Et donc, par la suite, dès la 6e, quand j'ai eu la possibilité de choisir une langue vivante, j'ai choisi le russe. J'ai choisi le russe en me disant, j'ai entendu dire, oui, c'est une très belle langue. J'ai été très à l'affût de ce qu'on disait. Des choses, des renseignements qui flottaient dans l'air, des paroles des parents, des gens, oui. Et donc j'ai fait russe, et ça m'a vraiment plongé plus loin dans rapport à la culture russe, aux poètes, à la langue. Parce que j'ai fait 7 ans de russe. Bon, j'étais pas un très bon élève, mais j'aimais bien, et j'aime toujours bien les sonorités du russe. Et donc c'est là que j'ai rencontré, grâce à un ami que j'ai pas vu depuis des années, Pierre-Yvan Ecker, dont la mère était russe, donc il y avait une partie de sa famille qui était russe, qui m'a fait écouter pour la première fois Vladimir Vysotsky. Et ça a été un coup de foudre, quoi. Une révélation. À ce propos, je voulais vous dire un truc. Dans quasiment les premières pages, vous parlez de votre fascination de Marcel Marceau, oui, que j'ai pas autant rencontré en France. Mais pour nous, les Russes, Marcel Marceau, vous savez, Vysotsky, quand il parlait de Marina Vladi, qu'il avait un complexe parce qu'elle était sublime femme française et lui, c'était juste un acteur russe soviétique qui n'avait même pas le droit de sortir du territoire. La chanson, c'est mais elle n'a rien à faire de moi, parce que même Marcel Marceau lui-même lui a adressé la parole. Ah oui. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui parlait avec Marcel Marceau, moi je suis juste rien à côté. Ouais. Alors cette deuxième passion de mime, elle vient d'où? Elle vient parce que je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Et effectivement, j'ai eu cette attraction là, très vite pour le burlesque, le jeu muet, donc le mime. Et puis il y a un film dont je parle
évidemment beaucoup, que je cite beaucoup, c'est Les Enfants du Paradis, où il y a le personnage de Baptiste, quoi, qui est de Bureau, joué par Jean-Louis Barrault, qui est un personnage merveilleux, et qui incarne un peu une sorte de rêve, de Pierrot, de choses qui est humain, mais qui est comme ça, éthéré, de personnage qui existe sans exister, qui est absolument poétique, qui existe avec ce visage blanc, et puis qui peut s'exprimer sans la parole. J'avais déjà une grande défiance pour la parole, pour le verbe, pour l'échange verbal, le pouvoir que ça pouvait avoir, ou comment dire... Oui, je trouvais ça mystérieux, et je me méfiais, je savais pas comment ça se maniait, alors que le corps, j'avais ce don-là, d'être immédiatement avec l'énergie et la compréhension du mouvement. J'aurais pu faire danseur, en fait. J'ai voulu après me diriger vers le jeu, vers l'art dramatique, mais j'avais toutes les dispositions pour être danseur ou pour faire du cirque. This is the rhythm of the night. Pardon d'être un peu brute. Quand on vous regarde dans le cinéma, on ne se doute pas que vous n'êtes pas une locumène, que vous êtes au fond un énorme athlète. Et dans votre livre, vous parlez beaucoup des préparations plus qu'athlétiques pour les films. Oui. C'est pas que physique, quoi. C'est aussi d'être un athlète du cœur aussi, quoi. C'est l'explication de cette schizophrénie de quelqu'un qui paraît être quelqu'un qui est à peine debout et quelqu'un qui est terriblement fort et qui peut faire danseur, acrobate. C'est voulu ou c'est le hasard? C'est plus ou moins pensé. C'est une manière d'être aussi. C'est une manière de... je sais pas, après, il y a plein de pistes dans lesquelles je peux étayer cette pensée ou cette manière de me comporter. Mais c'est une sorte un peu de confusion que je pressens entre l'apparence et ce qu'on a à l'intérieur. La capacité, la lumière, ou l'art, l'artisanat qu'on possède, qu'on peut développer, ou la poésie. Et je me suis toujours méfié un peu des apparences. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les gens un peu pittoresques. C'est-à-dire, à l'époque, j'étais en banlieue, il y avait quelques clochards, il n'y avait pas autant de misère sociale qu'aujourd'hui, ni de migrants, des gens vraiment dans la rue, mais c'était des personnages un peu pittoresques, qui étaient un peu en rayon, Et puis, Chaplin, mes premières amours, c'était Chaplin, mais dans ses courts-métrages, où il est vagabond. Et le côté de l'errant, du vagabond, qui paye pas de mine, mais qui, en fait, qui est un rêveur aussi, donc qui n'est pas dans le principe de l'apparence sociale à son avantage, qui peut être en loc. Et c'est pas que j'ai cultivé ça. C'est-à-dire j'ai adopté à un moment donné quelque chose qui n'était pas conventionnel dans ma manière d'être. Vous dites en loc, moi je trouve ça exagéré. Non, mais c'est pour ça que je me suis mais c'est vrai que même aujourd'hui, je peux subir deux sortes de regards dans la rue. Soit les gens qui me reconnaissent comme comédien, soit ou dans des villes en province, ou même des fois dans des quartiers de Paris, soit des gens qui me regardent de travers, disant qu'est-ce que c'est que c'est quelqu'un qui va poser des problèmes, voilà. Et donc je trouve ça intéressant. Et je trouve que cette manière aussi d'avoir une carapace, de se protéger d'une certaine manière des regards ou de la notoriété, et pour pouvoir apparaître comment dire, faire bouillir quelque chose, entretenir un peu une sorte de sève, de magie, mais pas être comme ça, d'être que dans cette apparence, dans cette possibilité de pouvoir, qui est du pouvoir aussi, d'attirer forcément le regard, de le faire au moment idoine, c'est-à-dire d'emmagasiner ça, et puis de pouvoir aussi, ça donne une sorte d'impunité de pouvoir regarder les gens, parce qu'on se nourrit aussi de ça. Et pour moi, c'est ce qui étaye pas mal cette pensée-là,
et la manière dont j'ai cultivé, c'est Jean Genet. À un moment donné, il raconte quelque chose de très beau par rapport à ça dans son texte qui s'appelle Le Funambule, pour son ami Abdallah, qui a mal fini, mais où il essaye de galvaniser dans cette idée que dans la vie de tous les jours, il doit paraître pas à son avantage, pour justement gagner cette solitude qui est primordiale, qu'on oublie maintenant énormément, pour l'artiste, pour le comédien. Moi, je vois sur les tournages, souvent, ça bavasse, il y a trop de paroles. Le théâtre, encore généralement, il y a encore un peu cette... Mais elle se perd, ça devient du commerce, un peu cette atmosphère de sacralisation de la scène. Forcément, quand on répète, c'est le silence. Il y a quelque chose qui est respectable, je trouve, dans ce soin-là qu'on met à l'endroit où doit se développer de l'imaginaire, de la fiction. C'est très important. Au cinéma, sauf avec des grands réalisateurs, eux qui se méfient, qui ont cette exigence, comme Léo Scarax. Les premiers tournages, c'était... On n'entendait pas une mouche voler, quoi. Et tout le monde se parlait bas, comme ça. Il y avait une musique d'ambiance. Des fois, c'est énervant, c'est aussi un peu étouffant. Mais dans le contraste avec d'autres tournages que j'ai pu voir, particulièrement des fois à la télévision, je comprends très bien. Quand on est profane, c'est pas comme ça qu'on imagine. On a l'impression que le plateau de tournage de Carax, ça doit être quelque chose de terriblement violent, explosif. Oui, mais c'est contenu. Ouais. En fait, c'est contenu. Tout à l'heure, on parlait de dualité de corps et de l'image. Vous me faites penser à un Russe qui a fait pas mal de dégâts en France, Pavlensky, que vous avez rencontré, je pense. Oui, à plusieurs reprises. Parce que lui aussi, les gens qui ne le connaissent pas pensent que c'est un garçon qui est à peine debout. Or, c'est un énorme athlète. Et il a la même relation avec son corps, je pense, comme vous, parce que pour un profane, c'est quelqu'un qui tient à peine debout. Et au fond, il est ascète, certes, mais il travaille son corps, il a un corps d'un danseur. Et on a l'impression aussi que, quand on ne vous connaît pas, que vous maltraitez votre corps. Quand j'ai lu ce que vous avez écrit sur le tournage des Amants de Pont-Neuf... Oui, ça c'était un cas limite. D'un côté, vous vous êtes mis dans des situations presque parallèles dans le sens dangereuse, hein, et en même temps vous étiez obligé de faire des entraînements de commando. Oui. Pourquoi ? Il y avait une quête d'authenticité, peut-être plus que dans les films précédents, de pas mimer ou représenter le monde de la rue, mais d'aller vraiment le toucher, le ressentir pour pouvoir le jouer. Donc c'était vraiment une démarche un peu proche de ce qu'on pourrait imaginer de l'acteur studio, ou de la méthode Stanislavski dont est dérivé l'acteur studio, d'aller voir, prendre la vie de ces gens-là, de ces gens qui sont à la rue, que les personnages ils sont vraiment incarnés. Donc forcément, ça crée des dégâts. Et puis, c'était une expérience limite parce que y a le côté humain qui est un impondérable. C'est-à-dire un acteur, un comédien n'est pas un organisme qu'on ne peut que conditionner dans un état. Et ça réagit. Aussi, moi, à un moment donné, j'ai eu peur. Je me dis, pourquoi ça m'a... J'ai vu une descente aux enfers. J'ai vu l'abîme qui s'ouvrait. J'ai plus compris quelle était ma part de jeu, où était le jeu. Parce qu'à un moment donné, tellement on est en état qu'on ne voit plus le jeu. À un moment donné, j'ai eu peur. J'ai pu penser qu'on voulait me détruire. C'était une entreprise de destruction. Après Mauvais Sang, vous m'avez fait toucher le ciel, comme ça, dans ce personnage très très affûté de Alex, il s'appelait encore Alex, dans Mauvais Sang, où j'avais un peu un parcours qui était tenu d'exploits physiques, de course. Je me disais, prends soin de toi, faut que tu aies le temps frais, cours tous les matins. Je dis, ok. Et là, c'était l'inverse. Je me disais, ça serait bien d'aller plus toucher le fond, quoi. Et vous avez touché comment le fond ? À un moment, j'ai touché le fond, c'est-à-dire, c'est facile, hein, ça va très vite. C'est de se retrouver à Paris. Bon, le garde-fou, c'était le tournage.
Malgré tout. Parce que dès qu'on tourne, on exorcise ce qu'on a accumulé comme mal-être, ou que les choses qu'on va chercher en soi, qui sont pas jolies, quoi, tous les tourments, quoi, tous ceux avec quoi on travaille, toute l'émotivité dans laquelle, toutes ces hantises. En fait, simplement en buvant, en se mettant à la rue, en se lavant pas, en étant dans ce truc, en plongeant dans une forme d'autisme. Ah, vous l'avez donc fait? Ah oui, j'ai fait. Oui. J'avais toujours... J'étais pas vraiment à la rue, mais c'est psychiquement parce que on se retrouve conditionné. Et puis surtout, on se trouve conditionné très vite par le regard des gens, le regard des autres, qui vous regardent pas, ou qui vous regardent avec ce mépris, ou même cette peur que provoque celui qui a déchu, parce qu'on n'a pas envie de lui ressembler. Et donc, surtout à Paris, tout le temps on a tourné à Paris, c'était violent pour moi. Et c'est là que j'ai remarqué l'injustice qu'il y avait un petit peu dans les rapports, qu'il fallait énormément se préserver en tant que comédien, parce c'est pas équitable. J'ai remarqué que tous les gens, tous les techniciens, le chef opérateur, le réalisateur, toute la technique, déjà, on est en hiver, en plein hiver, ils sont couverts, ils se ménagent leur confort, mais le tournage est fini, ils rentrent chez eux et peuvent se réintégrer dans la société sans problème. Quand on a le crâne rasé avec une cicatrice là, qu'on a la gueule bouffie d'alcool parce qu'on a tourné une scène de déchéance, et qu'on se retrouve dans la rue, même que le tournage s'arrête, comme ça s'est passé, c'est violent. Pour remonter, parce qu'à l'époque j'étais pas... Maintenant, et même je sais pas encore, maintenant tout le monde me connaît pas, quoi. Mais c'était extrêmement... C'était violent. Puis c'est une remise en question. Et puis le film, il reste à faire. Un personnage de cinéma, contrairement à un personnage de théâtre, il n'est pas abouti quand on commence le tournage. On va chercher pas à pas qu'est-ce que c'est, quelle en est la substance, quels sont les minimums de repères avec l'aide du réalisateur qui dit c'est ça, c'est pas ça, non, t'y es pas. Et effectivement, je me souviens très bien, avec Léos, c'est première partie du tournage à Paris, on tournait sur le Vrai Pont-Neuf avec Juliette Binoche, et on était tous les deux, tout le temps, sur le film. Et on était les têtes de pont du film tout le temps, quoi. Et à un moment donné, je comprenais plus rien. J'ai essayé de me dire, il faut que j'arrête de boire. Ouais, mais c'est dur, hein. J'avais un peu d'addiction, faut dire. Et c'est difficile, en plein, parce qu'on est mal. Comme j'avais beaucoup bu dès le début du film, je me suis dit, je vais arrêter, puis non, ça continuait, il fallait refaire le Sébasto, c'était jamais ça. Et à un moment donné, j'étais un 36e dessous, et on tourne une scène au Vert-Galant, près du Pont-Neuf, vous voyez le jardin qui est en dessous, où je dois regarder Juliette qui fait sa toilette à la fontaine. Oui. Et moi j'étais hébété, abasourdi. Je regardais, je me disais, c'est nul ce que je fais. C'est-à-dire, j'avais plus le plaisir du théâtre, le plaisir, la dynamique, la joie, la jubilation. Je dis, c'est nul, je suis vide, je fais rien, quoi. Je la regarde, mais c'est... J'étais comme ça, avec le regard éteint. Et le surlendemain, Léo, il me dit, je vais te montrer un truc sur les roches. On regardait jamais les roches, en principe. Léo, il préférait pas, moi non plus. De toute façon, regardez ce qu'on avait fait. Et il me dit, tu vois, là, le regard que t'as, c'est ça. Il dit, ah bon. Vous avez dit qu'il y avait un après et un avant les amants, et que vous avez failli y passer. Non, y passer, je crois pas, mais j'ai quand même... C'était risqué. Enfin, vous avez touché le fond. Oui, c'était risqué, c'est pas seulement sur le tournage, c'était hors tournage. Oui. C'était brusquement, quand on tournait à Montpellier, et que je revenais à Paris, et que j'avais qu'une idée, c'était même pas de faire la fête, de boire. Oui. De boire des coups, mais du coup... de voir des gens, d'être dans la nuit, d'avoir mon autonomie avant de replonger dans cette astreinte qui était évidemment, qui était en montagne russe, comme on dit, nous, c'est-à-dire de temps en temps. Il fallait trouver cette authenticité de déchéance, de se murger, comme on dit, et le jour d'après, ou quelques jours après, il fallait être dans une forme olympique pour faire des acrobaties. Ah ouais. Donc après, mais du coup, la question, est-ce qu'on peut comparer Léos avec Kubrick dans son sadisme? Parce que pour pousser un acteur à ne pas jouer mais à être, il faut être un point sadique.
Je ne suis pas sûr que ça soit du sadisme. Je ne reconnais pas du... Mais c'est quoi alors? Du sadisme. C'est une forme de... C'est une grande exigence. Hein. Et c'est... Pour moi, c'était pas confortable. Des moments, j'ai voulu partir. J'ai fait quelques fugues, quelques incartades comme ça. Mais en même temps, au bout du compte, je dois reconnaître que Léos, il m'a énormément éclairé, fait grandir, fait avancer dans mon être de comédien et aussi comme être humain, quoi. Dans les expériences qu'il m'a proposées, c'était, même si c'était inconfortable, mais j'ai pas senti de sadisme chez lui. C'est-à-dire, si vous savez, c'était un peu une sorte de challenge ou de bras de fer, c'est-à-dire, c'était à l'époque, après j'ai commencé à fonder une famille, j'ai rencontré Razerka, ma femme, on a eu des enfants. Avant Les Amants du Pont-Neuf, j'avais eu des aventures, des fiancés, mais j'étais quand même totalement autonome. Et à partir du moment où je me mettais à tourner, il n'y avait plus personne. Je plongeais et sans limite, sans garde-fou. Donc aussi, moi, je me prêtais à cette chose d'aller... c'était facile de me pousser à aller loin, sauf à des moments où effectivement il y avait quelque chose en moi qui se révoltait, ou ma personnalité qui disait non, ou juste une sorte de rapport humain avec l'autre, parce que c'est quand même ça, c'est du rapport humain. Et effectivement il y a eu je pense que cette attitude de Léos, encore une fois, je pense que c'est pas du sadisme. Je reconnais pas ce sentiment ou cette pulsion chez lui. C'est plutôt de la défiance. Vous voyez, de pas faire confiance tout à fait, mais dès le début, à l'élément, l'impondérable, qui est l'être comédien. Et chaque fois de vouloir voir pour y croire. C'est-à-dire que de penser qu'il fallait vivre les choses pour pouvoir les restituer. Moi, je suis persuadé que c'est pas nécessaire. Et après, si vous voulez, les films qu'on a fait après, j'ai fait Monsieur Merde à Tokyo, sans vivre dans les égouts. Là, c'était un peu un jeu d'aller taper dans ses limites, de jouer des scènes alcoolisées avec de l'alcool, où il n'y a pas de limite. L'alcoolisation, de jouer des scènes sous somnifère avec du somnifère, voilà, un peu le reste à l'avenant. Mais c'est plus de ce besoin de voir pour y croire. Or, moi je sais, comme comédien de théâtre, que la magie, elle se place, elle arrive, elle advient au moment où ça tourne, au moment où on joue, au moment où il y a le public. Il y a des choses qu'on est incapable de faire, d'exécuter, s'il n'y a pas la caméra ou s'il n'y a pas le public. Il y a une énergie qu'on condense et qui vous pousse à faire des choses, qui vous permet de faire des choses extraordinaires, acrobatiques, sans penser à rien, quoi, juste en étant là, en étant dans le présent, quand ça tourne. Et c'est... Voilà. Bon, après, il faut y arriver, trouver cette condensation. Mais c'est vrai, on ne peut pas prouver avant. Et des scènes répétées au cinéma, forcément, heureusement, elles ne sont jamais à la hauteur des scènes tournées. Donc, puis, mais c'est normal. Presque avec Léos, on a mis 15 ans avant de tourner ensemble. De toute façon, c'est lui qui est moteur de ça. Moi, j'ai pas dit, hey, Léos, on pourrait tourner. Je suis pas du tout. J'ai jamais été dans cette démarche-là. Mais Juliette, elle a pas voulu tourner dans Holy Motors. Parce que quand même, il y avait un moment extraordinaire de résistance, de densité de vie, et en même temps, c'était un cauchemar. Dans votre livre, vous avez dit que ça vous dérange le politique dans la réalisation ou chez un artiste. Oui, c'est pas facile. Que d'un côté il ne faut pas, mais d'un autre côté vous aimez Mayakovsky, vous aimez Müller, mais que c'est très très dangereux. Et aujourd'hui, on vit aussi dans une époque où les acteurs se sont obligés de se prononcer sur des choses politiques. Oui. Est-ce que c'est pas quelque part dommage? C'est délicat en fait. La posture de l'artiste, à partir de quand, où, à part pour Pawliński, donc qui est en plein dedans, qui est dans une sorte de déclaration d'acte politique, artistique. Il se mêle effectivement de la société, de la marche du monde, du rapport au pouvoir. Mais effectivement, c'est-à-dire moi j'ai toujours été plus sensible à la poétique
qu'à la politique, ou même qu'à la philosophie, et parce que pour moi ça contient tout. C'est toujours dangereux parce qu'il y a toujours de l'embrigadement. Moi je cite un être que j'admire, qui est plus tellement connu, qui est un pamphlétaire du 19e siècle, qui s'appelle Zodaxa, qui était libertaire, mais qui se réclamait d'aucun parti, d'aucune famille politique, même pas de l'anarchie. L'important pour lui, c'était d'avoir son quant à soi et une pensée qui était embrigadée nulle part. Mais une pensée très belle, très insurgée, justement. C'est ça que je trouve intéressant. Je trouve que Genet est très, très beau et très fort là-dessus aussi. Il y a... voilà, Pasolini, pour moi, c'est aussi un poète qui a une vision panoramique du monde, comme Heiner Müller. Effectivement, qui utilise la mythologie, qui utilise la situation soviétique en Allemagne de l'Est pour raconter, refabriquer des mythes comme celui de Philoctète. Mais parce que c'est sa vie, en fait. Donc c'est tout le temps l'artistique et l'expression artistique, la création, est en rapport avec sa vie. La vie de celui du peintre, de l'écrivain, du musicien. Donc il y a bien sûr une implication politique. Mais là où je trouve que c'est périlleux, où il faut... Voilà. Moi je m'en défie parce que ça bouge sans arrêt aussi. Donc c'est extrêmement difficile de garder les idées claires, de rester, comment dire, intègre par rapport à sa pensée, de ne pas rentrer dans de la complaisance. Comme j'ai vu que ça pu se passer en France à l'époque de Staline, des écrivains communistes qui sont fourvoyés ou qui n'ont pas voulu voir. Et les quelques-uns, comme Panaït Strati, comme Céline, comme même André Gide, qui ont été voir sur place à quoi ressemblait l'Union soviétique et qui ont dit attention, c'est pas si rose que ça. Ils se sont fait taper sur les doigts violemment, même menacés. Donc c'est ça qui est chiant. En fait, c'est le rapport humain, c'est tout le rapport au pouvoir. Et la politique, finalement, malheureusement, ça ne devient plus que ça. Alors que ça devrait d'être au service de la cité, de la société, des citoyens. Et c'est plus du tout ça. Si ça l'a jamais été, c'est presque une utopie, quoi. Un monde politique à peu près équilibré, harmonieux, quoi. Vous êtes terriblement poétique et en même temps vous avez été primé par le prix de l'humour noir. Oui. Et vous m'avez ouvert les yeux sur quelques écrivains que je ne connaissais pas avant vous. J'aimerais bien que vous me parliez de votre amour pour les choses trash. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais décalé en tout cas. Les écrivains que vous aimez, c'est quand même des cas. Hein. Les types qui ont de l'humour, comme Beckett, c'est des gens qui ont une telle lucidité que c'est désespérant aussi. Ouais. Que ça, oui, ils comme sont Tchékov. Pas dupes, comme Tchékov, comme les... On en rit, et puis une balle dans la tête à la fin. Oui. Et Martinet, j'aime beaucoup. Kous, je le connais moins. Quand on s'est vu la dernière fois, effectivement, j'étais en plein de retrouvailles avec cet auteur, dont j'avais lu les jambons. Sur du jambon, là. Mais j'ai tombé sur un volume de théâtre qui est complètement hors du commun, quoi. Et Stratégie pour deux jambons, ça s'appelle. Mais qui l'a fait connaître internationalement. Parce que c'est une première, une œuvre qui retentit, quoi, qui est hors du commun. Qui est choquante aussi. J'aime bien le Martinet dont je vous parle. Ce que j'apprécie beaucoup chez lui, effectivement, c'est qu'il y a de l'humour, déjà. C'est drôle, c'est caustique, mais pas gratuitement. Parce que ça va retourner de l'humain, quoi. Et de l'historique, et du nauséabond, toutes sortes de choses qu'on montre pas au grand jour, quoi. Mais avec une fantaisie, une telle acuité avec ça que ça le rend comique. Puis une exagération. Je sais pas si vous avez regardé La Grande Vie
C'est pour ce texte-là que j'ai eu le prix de l'humour noir. Elle est démêlée de ce petit bonhomme qui s'appelle Adolphe Marlot, avec sa concierge énorme, qui s'appelle Madame C. Et avec quand même, en strate, comme ça, en filigrane, qui rejaillit de temps en temps, toute l'époque de l'occupation, donc de la collaboration. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Adolphe. Son père qui était flic sous le maréchal Pétain. Donc ça, mais sans que ça soit un acte justement de dénonciation, un acte politique, de traiter ça, non. Ça arrive dans une autre histoire. Mais ça fait des bulles, quoi, ça bouillonne un peu tout ce qui est enfoui. Et c'est là qu'il est formidable. Mais Martinet, si vous prenez son roman Jérôme, qui est un chef-d'œuvre, c'est totalement inconvenant, les propos. Mais la générosité, je dirais, du gars, son style et son esprit, parce que il va faire un personnage qui a toutes les pulsions qui sont pas du tout politiquement correctes, ni humainement, ni socialement correctes, surtout qui est pédophile, qui va tuer sa mère, sa mère elle-même qui tient des propos antisémites de haut vol, mais ce personnage, il n'est pas immoral, quoi. L'écrivain n'est pas immoral, il nous fait côtoyer pendant 400 pages les affres, les tourments d'un monstre. D'un monstre qui est beau aussi, en même temps. Mais jamais il y a une confusion entre ce qu'il raconte, comme ça peut se produire chez un écrivain qui a été mis sur la sellette il n'y a pas longtemps, dont je ne citerai pas le nom, mais pour des histoires qui remontent aux années 80, des livres. Ouais. Mais là, il y a des origines russes, vous voulez dire. Oui. Mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, il nous raconte une histoire sans nous y attirer, sans nous attirer non plus, sans être complaisant, mais en étant dans une fantaisie et quelque chose de... je dois dire rabelaisien, oui, parce qu'il y a cette dimension dans ce monstre, dans cette liberté aussi de son personnage, dans sa quête schizophrène. Pour le coup, c'est vraiment les jours en bout de route d'un schizophrène. Et qui plus est, il se permet une fantaisie énorme. Martinet, c'est une histoire qui commence à Paris, et Paris va progressivement se métamorphoser en Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire, les noms des rues vont prendre des connotations russes. Comme quoi ? Ouais. La petite fille dont il est amoureux, qui est au lycée, dont il rêve, il la rencontre jamais. C'est Paulina Semyonovna. Donc, possiblement, tout prend un truc comme de Andrei Bieli, presque, de Pétersbourg. Donc, on sent qu'il est alimenté aussi par cette littérature fantastique. Dans le genre de inconvenant, comme vous dites, il y a un autre avec lequel vous avez travaillé, Volokov, c'est ça ? Oui. Parlez de lui, parce que lui, il était quasiment un clodo. Comment vous l'avez déniché ? Mais d'où il C'est vient ? pas moi. Volokov, c'est un poème. Mais lui, c'est insupportable. Voilà inconvenable. Je sais pas. C'est cache-cache avec... Cache-cache avec la mort. Voilà. Ouais. C'est ce grand metteur en scène avec qui j'ai travaillé. C'est la première pièce dans laquelle il m'a engagé, à Gennevilliers. Je parle de Bernard Sobel, qui est un grand homme de théâtre français qui a pratiquement plus les moyens de monter quoi que ce soit, parce qu'il a dépassé l'âge où on lui fait crédit encore, mais qui a la passion chevillée au corps du théâtre. Le plus important qu'il soit vacciné. Oui, c'est sûr, déjà. Et lui, il m'a convié au théâtre de Gennevilliers pour jouer cette pièce de Volokov, qui s'appelle Cache-cache avec la mort, avec Hugues Kester comme partenaire, et qui raconte un jeu assez malsain dans lequel c'est une pièce à 2 personnages, voilà une sorte d'histoire de chantage, de menace, de 2 crapules, vraiment des crapules sous le régime soviétique, et qui travaillent dans un hôpital qui est réservé aux membres du KGB.
Donc il y a un jeu de délation sans arrêt, et puis en plus qui parle dans un langage de haut vol, ordurier, antisémite, misogyne, voilà. Un russe normal, quoi. Quoi? Je sais pas, non, je sais pas ce que je dis. Je connais faut pas. Dire que... J'espère que non. Mais, et voilà. Et donc c'est extrêmement, c'est drôle. Parce que moi je trouvais ça incroyable. Et donc c'était quelque chose d'incandescent, un brûlot, quoi. Mais moi je faisais confiance à Sobel. Je dis, c'est un type honorable, honnête, communiste, engagé dans le théâtre, engagé socialement. Et donc si il montre ça, il sait ce qu'il fait. Vous avez pas mal joué de crapules ou des gens qui ressemblent à des crapules. Et j'ai appris que votre rêve est de jouer Hamlet, mais classique. Sans déguisement, sans pas comme Vysotsky, parce que c'était quand même pas un classique. Il a joué Hamlet, c'était pas avec le Bimov, c'était pas du tout la version classique. Vous tenez à la version classique. Je tiens au texte de Shakespeare. De toute façon, puisque c'est une traduction, c'est forcément une adaptation. Mais il y a, vous savez, Hamlet, c'est un thème qui est tellement universel, qui fait tellement partie d'une sorte d'inconscient collectif qu'il y a eu 1000 adaptations. Tout le monde s'en est mêlé de revoir Hamlet. J'ai eu plein de choses, d'approches, de trucs. Il y a même un grand poète, Jules Laforgue, qui a fait un truc sur le personnage d'Hamlet. Ça hante aussi un poète comme Mallarmé, Hamlet. Il est présent, très présent. Et je crois en Russie aussi. C'est une pièce qui retentit énormément. Bien sûr. Je l'ai vu d'ailleurs par... comment il s'appelle? Le Bimov. Non. Non. Non, à Ekaterinbourg. Ah, ça, je peux pas dire. Nicolas Koliada, qui l'a monté de façon très moderne. C'est pas sur la forme. Moi, je trouve que ça peut s'adapter dans une forme, peu importe les costumes. C'est de jouer la pièce. C'est pas de jouer quelque chose qui serait autour, matériaux. Vous voyez, comme ça peut... C'était un peu la mode à une époque. Même on a dit, oui, on va faire des comédiens qui essaieraient de jouer Hamlet. Non, on dit, moi, je veux jouer Hamlet. C'est déjà énorme, cette pièce. Et je la connais bien, puisque j'y étais quand Antoine Vitesse l'a monté, au début 80. Je jouais à des petits rôles, mais j'écoutais la pièce tous les soirs. J'étais le genre à réfléchir en disant, ça, je le jouerais comme ça, plutôt. Et bon, après, j'ai jamais eu l'occasion on m'a jamais vraiment proposé de la jouer. En tout cas, ça s'est jamais fait. Et après, après de 60 ans, je sais pas si... je vais dire, je vais jouer Hamlet maintenant, alors que c'est quand même c'est une énergie quand même. Il y a un allant de 30 ans, quoi. J'ai 30, 40 au plus. Après, je sais pas. Ou alors... le pauvre Yorick. Le crâne du pauvre Yorick. Mais tous les personnages sont passionnants, je trouve, dans Hamlet. Mais c'est vrai que Hamlet, c'est un rôle pour un comédien qui est merveilleux, qui a un rêve. Celui qui doute, celui qui joue la folie. On ne sait plus s'il devient fou, s'il joue la folie. Celui qui est dans ce paradoxe pour se protéger. Parce que son oncle est criminel. Et sa mère, elle n'est pas très claire non plus. Et donc, cette histoire de famille sombre, glauque, et cette histoire d'un État, cette histoire politique qui retentit. Et ce type-là, qui arrête, contrairement à toutes les pièces de Shakespeare, où les gars, ils rentrent dans le cycle de la roue de la fortune, quand ils sont mûrs, et puis ils sont redéposés, ça leur est fatal, c'est des tragédies. La plupart, en tout cas les pièces que j'apprécie, comédie je connais moins. Mais là, c'est le personnage qui freine des cas de fer, qui dit non, en fait, j'ai pas rentré dans ce cycle de la vente d'État, de venger mon père, parce que peut-être c'est pas ça, quoi. Il temporise, et il a une pensée, et donc il pense. C'est un personnage qui pense, qui doute. Et c'est merveilleux. Et c'est quand même un parcours énorme. Parce qu'il va revenir, prendre parti à un moment donné, parce qu'il est concerné. Pas parce que pour venger la mémoire de son père, pour venger la couronne, parce qu'on veut sa vie. L'autre, Claudius, il l'a envoyé à la mort. Donc là, c'est une affaire personnelle. Il va revenir. Il va régler l'histoire. Mais c'est... Ouais, j'aime bien. Je crois que j'aimerais rester seul un petit moment.
si ça vous fait rien.